Bonjour à tous, c'est Joshua. Aujourd'hui, on va continuer notre étude des actions de groupe en introduisant les orbites et les stabilisateurs. Si on prend un élément X d'un ensemble et on a bien sûr une action d'un groupe sur cet ensemble, alors pour ce petit x, on peut définir une orbite et un stabilisateur. Le stabilisateur de x, ça c'est la notation, va être formé de tous les éléments de G qui agissent trivialement sur x. C'est ça qu'on a écrit ici. Tous les petits G dans notre groupe, tels que si on fait agir petit G sur x, on obtient x. Maintenant, si on prend notre point x et on fait agir tous les éléments du groupe dessus, on met ça ensemble et on l'appelle orbite. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. L'orbite de x, c'est la notation qu'on va suivre pour l'orbite. Et le résultat de prendre x et faire agir dessus tous les éléments petit g de notre groupe. Finalement, l'ensemble de points fixes de l'action est noté par x puissance g et contient tous les éléments petit x de notre ensemble qui restent fixes ou invariants par l'action de g. C'est exactement ce qu'on a ici. C'est le x dans grand X, tel que si on fait agir n'importe quel élément petit g de notre groupe dessus, on obtient toujours x. Ce sont les définitions de base. Quelques remarques. La première, elle est un peu évidente, mais il faut le dire quand même. L'orbite de x et le stabilisateur de x habitent dans des univers, on peut dire, différents. L'orbite est toujours contenue dans l'ensemble, alors que le stabilisateur est toujours contenu dans le groupe. La deuxième remarque nous dit que x est un point fixe par l'action si seulement si son stabilisateur est égal au groupe tout entier, ou de façon équivalente si son orbite est réduite à un point. Je vous laisse réfléchir 2 secondes pourquoi ces deux équivalences sont vraies. Maintenant, on peut passer à étudier quelques propriétés des stabilisateurs. La première, A, nous dit que le stabilisateur, ce n'est pas seulement un ensemble de G, mais qu'il est aussi un sous-groupe. Et la deuxième, B, nous dit que si on prend un stabilisateur et on fait agir dessus un certain élément G du groupe, ce qu'on obtient, c'est un autre stabilisateur. La preuve pour B, je vous le laisse en exo. Moi, je vais faire la preuve pour A. Alors, si on veut montrer qu'un sous-ensemble est un sous-groupe, dans ce cas, stabilisateur, il faut montrer 3 choses. La première, c'est qu'il contient l'élément neutre. La deuxième, c'est qu'il est fermé par la loi de composition du groupe. C'est-à-dire que si on a G et H dans le stabilisateur, alors leur produit va aussi être dedans. La troisième, c'est que le stabilisateur admet les inverses. Ça veut dire que si G est dedans, alors G-1 l'est aussi. Pour la première, dire que E, mon neutre, appartient au stabilisateur, c'est la même chose que dire que l'action de E sur X est triviale, donc c'est égal à X. Et ça c'est vrai, parce qu'on sait, par définition d'action, E, l'élément neutre, agit trivialement. Pour la deuxième,
il faut vérifier que le produit est dans le stabilisateur. Alors, le produit GH agit trivialement sur X. Mais on sait par définition d'action que l'action d'un produit est la même chose que l'action successive. Dans ce cas, l'action de H suivie de l'action de G. Or, H appartient au stabilisateur. Donc l'action de H sur X est triviale. On peut recopier ici G. Et à l'intérieur des parenthèses, on aura X. Aussi, G appartient au stabilisateur. Donc l'action de G sur H, elle est triviale. Donc on obtient à partir d'ici X. Ah voilà. L'action du produit est triviale. Pour la dernière, on a que G appartient au stabilisateur. Donc, l'action de G sur X est triviale. Ceci implique, si on fait agir G-1 sur cette égalité, à gauche, on va obtenir G-1 multiplié par G agissant sur X. Et à droite, on va obtenir G-1 agissant sur X. À gauche, on a un produit d'un élément par son inverse. Ça, on sait que c'est l'élément neutre. Et l'élément neutre agit trivialement. Alors, à gauche, on va obtenir X. À droite, on recopie. G-1 agissant sur X. Voilà. L'inverse de G agit trivialement sur X. Donc, elle est dans le stabilisateur. Ces trois ensembles disent que le stabilisateur est un sous-groupe. Comme je vous avais dit, B reste pour vous. C'est un calcul pas trop compliqué. Je vous encourage de le faire. Bien, maintenant on peut passer au premier exemple. Ici, on reprend l'action de G sur lui-même par conjugation. On va calculer stabilisateur, orbite et point fixe. Par définition, le stabilisateur, c'est tous les points de G qui agissent trivialement sur X. G agissant sur X doit être égal à X. Mais dans ce cas, l'action de G sur X est là pour jouer son. Alors, on aurait G, X, G-1 doit être égal à X. Et après, si on multiplie par G à droite, cette égalité, on va obtenir Gx égale à X. Alors, le stabilisateur de X est formé de tous les éléments de G qui commutent avec X. Commuter avec X, c'est vérifier cette égalité. L'orbite. Pour l'orbite, ça va contenir toutes les actions des éléments de G sur X. Donc, ça va contenir les éléments de la forme XG, G-1, tel que G appartient au groupe. Et cette orbite, elle a un nom. Cet ensemble, on l'appelle la classe de conjugation de X. C'est un ensemble qui est très important en mathématiques. Finalement, on peut calculer les points fixes. Si on fait quelque chose de pareil qu'on a fait pour le stabilisateur, on peut voir que le point fixe de l'action sont tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble. Dans ce cas, l'ensemble, c'est le groupe G, tous les X dans G, tels que Gx est égal à XG. Donc, on obtient tous les éléments du groupe qui commutent, j'ai oublié ici, qui commutent avec tous les autres éléments du groupe. Ça on appelle le centre de G. Et la notation est comme ici. ZG. Voilà, ça finit l'exemple 1.
Pour le deuxième exemple, on reprend l'action du cercle unité sur l'ensemble de nombres complexes. Rappelez-vous que cette action est donnée par multiplication. Un nombre complexe oméga va être dans l'orbite de z, d'un certain z dans C, si, par définition, on peut obtenir oméga à partir de z, on peut s'enrichir un élément qu'on appelle petit s du groupe S1. Je vous laisse le travail de vérifier que cette condition équivaut à demander que oméga et z ont le même module. Alors, tous les points oméga de l'orbite de z vont avoir le même module que z. Si on appelle ce module R, alors on aura que l'orbite de z va être tous les oméga complexes qui ont module R. Ça vient d'ici. Et c'est exactement ce qu'on a dessiné en bas. Cet ensemble, c'est le cercle de rayon R est centré en origine. Ici, on le voit. On a le cercle qui contient Z, donc qui a un rayon R égal au module de Z. Ce cercle est, dans ce cas, l'orbite de Z. On peut en général alors voir que pour cette action, les orbites vont être des cercles qui sont centrés en origine. Pour les stabilisateurs, je vous laisse le soin de vérifier que le stabilisateur d'un point est égal à l'élément neutre si ce point est non nul et que le stabilisateur est égal au groupe tout entier S1 si Z est nul. Ceci nous aide à calculer les points fixes. Rappelez-vous, un point fixe, c'est un point dont le stabilisateur est égal au groupe tout entier. Et dans ce cas, on peut voir clairement ici que le seul point qui vérifie que le stabilisateur est le groupe tout entier, S1, c'est l'élément trivial, Z égale à 0. L'ensemble de points fixes, dans ce cas, est réduit au singleton 0. Le troisième exemple, c'est vraiment un exercice que je vous laisse. C'est le calcul des orbites, stabilisateurs et des points fixes de l'action du groupe symétrique sur l'ensemble des sentiers entre 1 et n. Rappelez-vous, je l'écris ici, que cette action est donnée par évaluation. Maintenant, le dernier résultat qu'on va étudier aujourd'hui et dont on va fournir la preuve nous donne un lien entre l'orbite et le stabilisateur d'un point. Il nous dit que l'orbite d'un certain point x A cardinal égale à l'indice du stabilisateur dans le groupe G. Je vous rappelle, par définition, cet indice est le cardinal du quotient. Dans ce cas, le quotient de G par le stabilisateur. En particulier, on peut déduire de ceci que si un groupe G est fini, alors le cardinal de G va être égal au cardinal du stabilisateur de X multiplié par le cardinal de l'orbite. Et ça va être pour n'importe quel X dans l'ensemble grand X. Pour la preuve, il faut fournir une bijection entre l'orbite à gauche et ce quotient A. Entre l'orbite de X et le quotient de G par
le stabilisateur de x. Il n'y a pas trop de choix. On va obtenir cette bijection à partir d'une flèche qu'on appelle pi, qui part de G et qui arrive à l'orbite. La définition de cette flèche est naturelle. On prend un élément G dans le groupe et on l'envoie sur son action sur X. C'est bien un élément de l'orbite. À partir de cette flèche pi, on peut construire la bijection. On va appeler pi tilde la flèche qui part maintenant pas de G mais de quotient, qui part de G quotienté par le stabilisateur et encore qui arrive à l'orbite de X. Comment on définit cette flèche? On utilise pi. À la classe de G modulo le stabilisateur, on va y associer rien d'autre que G agissant sur X. Alors on voit que c'est un peu la même définition qu'on a ici. Cette flèche, c'est une bijection. Il faut faire attention. Cette flèche ne va pas être un isomorphisme. C'est pas un morphisme de groupe. Pourquoi? Parce que l'orbite, c'est pas un groupe. L'orbite, c'est juste un ensemble. On va quand même montrer que c'est une bijection. Il faut montrer alors que c'est injectif et surjectif. On commence par l'injectivité. Si on prend alors deux classes, la classe de G et la classe d'un certain H, classe de G, et la classe de H, modulo le stabilisateur, et on suppose qu'elles sont la même image via pi tilde, il faut montrer pour l'injectivité que les classes dans ce cas vont être les mêmes. Par définition, qu'est-ce qu'on a? L'image à gauche, ça va être G agissant sur X. Et à droite, on aura H agissant sur X. À partir d'ici, on peut faire agir H-1 et on obtient à gauche H-1 G agissant sur X égale à droite, on obtient X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que H-1 G appartient au stabilisateur de X. Et, rappelez-vous, ceci, c'est la même chose que dire que, si seulement si, la classe de H et la classe de G modulo le stabilisateur sont la même. Donc, on obtient bien ce qu'on veut. La flèche, elle est injective. Maintenant, pour la surjectivité, il faut prendre n'importe quel élément de l'orbite et il faut montrer que cet élément Y admet un antécédent. Par définition d'orbite, Y va pouvoir s'obtenir à partir de X en faisant agir un élément petit g du groupe. Le candidat alors pour antécédent va être la classe de G. Il faut montrer quoi? Pi tilde de la classe de G modulo le stabilisateur doit être égal à Y. Par définition, ceci est égal à G agissant sur X.
Et ça, c'est égal à y. Voilà. On a trouvé un antécédent pour y. Donc la flèche, elle est surjective. Étant déjà injective, alors elle va être une bijection. Et on aura bien que le cardinal de l'ensemble à gauche, ici, va être le même que le cardinal de l'ensemble à droite. Donc, on établit cette égalité. Finalement, si G est fini, dans ce cas, à droite, dans cette égalité, le cardinal du quotient va être les quotients des cardinaux. On aura cardinal de G divisé par le cardinal du stabilisateur. Et à gauche, on a encore cardinal de l'orbite. On multiplie par stabilisateur, cardinal, et on obtient cette égalité. Voilà, alors ça finit la preuve. Et ça finit le cours pour aujourd'hui. Alors, pour faire un bilan, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a introduit la définition d'orbite et stabilisateur. Après, on a donné quelques propriétés des stabilisateurs. On a travaillé cet exemple et on a fini par donner le lancé et la preuve de ce que moi j'appelle théorème de l'orbite stabilisateur, mais peut-être théorème c'est un peu trop. En tout cas, on a étudié un résultat que relie le cardinal de l'orbite au cardinal du stabilisateur. Ce résultat, comme je vous avais dit, va être très important une fois qu'on aura étudié la formule de classe. Mais ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Merci. Au revoir.